Bonjour, moi c'est Harpo et je possède 1 million d'euros en actions. Si vous voulez savoir pourquoi je vous le révèle, regardez la vidéo de présentation de la chaîne dont j'ai mis le lien en description. Alors aujourd'hui, je vais vous dire tout le mal que je pense des crypto-monnaies. Comme ça, ce sera fait une bonne fois pour toutes. Et par la suite, sur cette chaîne, je me concentrerai uniquement sur les vrais investissements. Je ne suis pas un économiste, j'ai un bagage scientifique informatique et je connais très bien le fonctionnement de la technologie de la blockchain. Donc les arguments que je vais avancer, je vais peut-être dire des imprécisions, mais je vais me forcer à dire quand même un minimum de choses intelligentes. Généralement, quand quelqu'un critique la blockchain, il a de petites lacunes techniques et ça se voit, et il est tourné en dérision par les fans de crypto-monnaies, même si la plupart de ses arguments sont recevables. Quand quelqu'un a bien étudié techniquement la blockchain, il possède en général des crypto-monnaies, et donc il a un intérêt financier à éluder tous les problèmes de la technologie. Moi, je n'ai aucun intérêt financier à critiquer la blockchain, je ne suis pas short, il me reste même encore un peu de crypto. Donc dans cette vidéo, je ferai une critique virulente de la technologie de la blockchain. Je suis sympa, je vais déjà vous lister la totalité des points positifs des crypto-monnaies. De 1, c'est très beau mathématiquement. Ça, c'est mon côté ancien prof de maths qui parle. J'ai pas mal étudié la théorie des groupes et la cryptographie et je dois avouer que les crypto-monnaies sont un très bel exemple d'application. C'est très bien fait. Et c'est même tellement bien fait qu'on a presque l'impression que ça sert à quelque chose. Deuxième point positif, des gens perdent de l'argent avec. Hein? Quoi? En quoi c'est positif, me direz-vous? Eh bien, dans les cryptos, pour que quelqu'un gagne de l'argent, il faut que quelqu'un d'autre en perde. Et donc, cette phrase est équivalente à des gens gagnent de l'argent avec. Donc oui, on peut gagner de l'argent avec les cryptos, et j'en suis le premier à en avoir profité, mais c'est très très risqué, et je pèse mes mots. Voilà, j'ai fait le tour des points positifs, il n'y en avait que deux. Alors, on entend souvent cette phrase, en crypto, il ne faut mettre que l'argent qu'on est prêt à perdre. Et c'est totalement vrai, puisqu'à tout moment, une crypto peut aller à zéro. Mais j'ai souvent entendu cette phrase avec en bourse au lieu de en crypto. Et ça a le don de m'énerver, car c'est faux pour la bourse, si on ne fait pas n'importe quoi. Et par n'importe quoi, j'entends n'être pas assez diversifié, acheter des actions d'entreprises déficitaires ou utiliser un effet de levier démesuré. Par exemple, moi, mon 1 million d'euros, je vous garantis que je ne suis pas prêt à le perdre. Et ça n'arrivera pas, car j'ai une grande partie dans un ETF monde qui n'ira jamais à zéro, sauf fin de la civilisation. Je suis prêt à subir la volatilité, c'est-à-dire à perdre temporairement une partie de ce capital, mais je ne veux pas tout perdre et je ne vais pas tout perdre définitivement. Alors vous pourrez me rétorquer qu'en crypto c'est pareil, que si on ne fait pas n'importe quoi, on ne peut pas tout perdre. Et je vous dirai que c'est faux. Quand j'ai dit que les cryptos pouvaient aller à zéro, en fait je vais préciser, j'annonce que toutes les cryptos vont aller à zéro. C'est inévitable. Comment la vie d'une crypto-monnaie se termine-t-elle immanquablement? Voici le cycle de vie de toute blockchain. D'abord, la blockchain grossit avec chaque nouveau bloc. Après, elle devient trop grosse pour la plupart des nœuds. Je rappelle ce qu'est un nœud. C'est un système informatique qui stocke toute la blockchain et qui vérifie la validité des nouvelles transactions. Dans l'idéal, pour qu'une blockchain soit parfaitement décentralisée, il faudrait que chaque utilisateur ait son propre nœud. Ce qui est bien sûr impossible pour l'utilisateur lambda dès que la blockchain dépasse une certaine taille, car ça coûte trop cher, que ce soit en place sur le disque dur, mais aussi en puissance de calcul. Et comme la blockchain grossit, ça coûte de plus en plus cher, donc il y a de moins en moins de nœuds, et la blockchain est de moins en moins décentralisée. Les gens s'en rendent compte, donc le prix de la crypto-monnaie baisse, et c'est encore moins rentable de faire tourner un nœud, et le nombre de nœuds diminue encore, et ainsi de suite. C'est le cercle vicieux qui causera la mort de toute blockchain qui survit assez longtemps pour en arriver à ce stade. Bon, bien sûr, ce processus peut prendre très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a toujours refusé d'augmenter la taille des blocs Bitcoin et Ethereum. Tout le monde sait très bien que ces blockchains vont mourir, donc on fait tout pour prolonger artificiellement leur vie. Mais il existe certaines blockchains qui ne font pas ça, qui ont choisi l'argent à court terme, par exemple Solana. Et vu la vitesse à laquelle la blockchain, sa taille augmente, la fin risque d'être rapide et spectaculaire. Je suis impatient de voir ça. On parle souvent du trilemme des cryptos, mais en vrai, c'est un dilemme. Je rappelle les trois parties du problème, scalabilité, décentralisation et sécurité.
Bon, sécurité, je l'ignore, car c'est bien sûr indispensable, hein. Je vois pas en quoi c'est même une question. Donc on a le choix entre scalabilité et décentralisation. Si on comprend bien, on comprend bien, avec ce que j'ai expliqué précédemment, avec le cycle de vie, pourquoi on a le choix entre ces deux choses. Si on augmente trop la scalabilité en augmentant la taille des blocs, le nombre de nœuds et donc la décentralisation diminue de plus en plus rapidement. Et si on garde une taille de bloc faible, notre blockchain est inutilisable par un grand nombre. Et si vous vous demandiez pourquoi la plupart des blockchains choisissent volontairement de réduire la scalabilité, c'est parce que, comme je vous l'ai expliqué, on préfère une blockchain moyennement utilisable, mais qui va survivre un peu plus longtemps. On repousse l'échéance. Et ça, il y a peu de gens qui l'avouent. Alors, il y a une seule vraie solution à ce problème, c'est ce que j'appelle la renaissance. La blockchain Bitcoin devient trop grosse? Pas de problème. On l'oublie et on repart de zéro avec un tout nouveau premier bloc tout neuf. Alors oui, les anciens bitcoins ne valent plus rien, mais pas grave, car tout le monde en crypto n'a mis que de l'argent qu'il était prêt à perdre, n'est-ce pas? Alors vous me direz, les blockchains ont mis en place de nouvelles technologies pour résoudre ce dilemme. Et je vous réponds, non, ça ne peut pas marcher. On va y réfléchir de la façon suivante. Imaginons qu'on ait créé la blockchain parfaite. Elle est parfaitement décentralisée, donc chaque utilisateur a son propre nœud et il doit vérifier toutes les transactions faites sur Terre à tout instant. Ça demande des ressources colossales de calcul à l'échelle de la Terre entière. On voit bien qu'aucune technologie de blockchain ne peut régler ce problème. Donc, quand une nouvelle blockchain sort et vous fait croire ça, on vous ment, ni plus ni moins. D'ailleurs, petit aparté, j'ai remarqué que dans les cryptos, les gens ont tendance à ne avoir peu confiance en leur gouvernement. Ça me fait bien rire, car les équipes de développement de nouvelles cryptos, les influenceurs, ils mentent encore plus que les politiciens. Et leur but est bien pire, ils en veulent à votre argent. Je vais maintenant détailler les techniques de maintien en vie artificielle des cryptos. Je l'ai déjà dit, la taille de bloc extrêmement faible qui ne permet en aucun cas une utilisation à grande échelle. Par exemple, le Bitcoin, c'est 5 transactions par seconde, alors qu'il n'est sur Terre 4 personnes par seconde. Donc chaque être humain a droit à une transaction pendant sa vie. Et pour le Lightning Network, eh ben, oups, il faut au moins 2 transactions, donc c'est bien sûr inutilisable à grande échelle. Pour Ethereum, on a inventé les Layer 2. Donc, au lieu de simplement augmenter la taille des blocs, on utilise plusieurs blockchains. Et c'est malin, c'est très malin. On peut dire, regardez notre blockchain Ethereum, elle n'est pas si grosse que ça, et vous pouvez faire plein de transactions sans trop de frais grâce au Layer 2. Bon, on ne dit pas qu'il faudrait regarder la taille de toutes les blockchains combinées pour avoir la vraie taille du problème. Et en plus, le gros avantage des Layer 2, c'est qu'on va pouvoir faire disparaître des blockchains discrètement et en faire apparaître de nouvelles. La renaissance dont je vous ai parlé précédemment. Après, alors on dira juste, ouais bon, la technologie de cette Layer 2 était obsolète, on va utiliser cette nouvelle blockchain qui est mieux. Plein de gens perdront de l'argent dans l'histoire, mais on le mettra sous le tapis. Et voilà, par magie, on a augmenté d'autant plus la durée de vie d'Ethereum. Quand je vous disais que c'était très malin les Layer 2. Ce maintien en vie artificielle pourra éventuellement permettre à certaines blockchains de survivre très longtemps. Mais attention, car quand je vous ai parlé du cercle vicieux de fin de vie d'une crypto, il peut simplement être enclenché par une baisse rapide du prix, qui peut survenir d'un coup à cause d'un des dangers à court terme suivants. Les cryptos ne sont pas un moyen de paiement, car pour cela il faudrait pouvoir être utilisé à grande échelle. Les cryptos ne sont pas une réserve de valeur, car comme je l'ai expliqué, elles sont vouées à disparaître à long terme. De plus, elles n'ont aucune valeur intrinsèque. Pour expliquer cela, je vais faire un petit aparté. On entend parfois les gens dire qu'ils investissent dans une crypto pour la technologie. Ils sous-entendent par là le protocole. Mais déjà, je tiens à rappeler que le code source de toute crypto doit nécessairement être public, open source, car sinon personne ne prendrait le risque d'installer un nœud sur son ordinateur. Donc le protocole d'une crypto est copiable par tout le monde. En fait, quand on investit dans une crypto, on investit dans le protocole, mais on investit surtout dans le Genesis block, le tout premier bloc. Et ça, peu de gens en ont conscience. Et donc, pour en revenir à la valeur d'une crypto, qu'est-ce qui m'empêche, moi, par exemple, de créer une nouvelle blockchain avec mon propre nouveau premier bloc et le suivre exactement le même protocole que Bitcoin pour les autres blocs? Ma blockchain a tous les avantages de Bitcoin, elle est exactement pareille,
sauf qu'elle est toute neuve, elle est plus petite, donc plus facile à manipuler. En fait, elle est encore mieux que Bitcoin. Mais si je fais ça, son prix sera de zéro, tant que personne n'utilise ma blockchain. Donc on voit bien que la valeur d'une crypto, ce n'est pas ce qu'elle est, aucune valeur intrinsèque, mais c'est la valeur que les gens lui en donnent par l'offre et la demande, la spéculation pure, quoi. Ensuite, les cryptos ne servent à rien. On essaye généralement d'en inventer une utilité, mais il existe toujours des meilleures solutions centralisées. Par exemple, les NFT. On a l'impression que c'est parfaitement décentralisé, mais ça ne l'est pas du tout. Un NFT œuvre d'art n'a de valeur que parce que l'artiste le reconnaît comme étant légitime. Le jour où l'artiste change d'avis, le NFT n'a plus aucune valeur. Pour un NFT d'un jeu vidéo, si le jeu vidéo disparaît, le NFT n'a plus de valeur. On voit bien que la valeur d'un NFT dépend d'une autorité centrale. Donc pourquoi utiliser la blockchain alors qu'une solution centralisée pourrait faire mieux de façon plus sécurisée? À ma connaissance, il n'existe qu'une seule utilisation intéressante pour les cryptos, mais elle est totalement anecdotique. J'en parle dans ma vidéo intitulée Comment j'ai gagné 1 million d'euros, si ça vous intéresse. Ces deux premiers points que je viens de détailler sont bien sûr un danger pour les cryptos, car quand la majorité des gens s'en seront rendus compte, l'adoption risque d'en prendre un sacré coup. Autre énorme danger, la sécurité. C'est tellement dangereux d'utiliser les cryptos. À la moindre erreur d'inattention, on perd tout, sans aucun recours possible. Je ne sais pas comment les gens qui ont des cryptos, ils dorment la nuit. Moi, quand j'avais 1 million d'euros pendant quelques jours en crypto, je dormais pas bien. Impact environnemental. Bon, j'insiste pas, c'est évident pour les proof of work. Interdiction réglementaire. Et oui, à tout moment, plusieurs pays peuvent décider d'interdire les cryptos à cause d'une des raisons précédentes que je viens de détailler. Pour moi, avant qu'un gros pays occidental ne se décide, il faudra passer par une grosse baisse de prix où on aura des faillites en cascade et là on décidera d'arrêter les frais. La création des ETF peut y participer. Le jour où il y a un énorme marché baissier, que quasiment plus personne ne s'intéresse aux cryptos et que l'émetteur de l'ETF décide de le liquider, il y a beaucoup de gens qui vont avoir tout perdu. En fait, il faut bien penser que quand on met son argent dans quelque chose de parfaitement décentralisé comme les cryptos, on choisit de volontairement rendre son argent inaccessible à la justice de son pays. Il faut en avoir conscience. À titre personnel, j'ai confiance en la justice de mon pays. Je rappelle que la justice est rendue au nom du peuple. Les décisions de justice françaises commencent par les mots au nom du peuple français. Et pour moi, le peuple qui a créé l'argent, qui crée sa valeur en travaillant, devrait en avoir le total contrôle de l'argent. Donc pour moi, les cryptos, instruments qui permettent d'échapper à ce contrôle, à la justice, devraient être tout simplement interdites. Et si un jour la majorité des gens pensent comme moi, les cryptos vont devenir interdites. Alors vous me direz, bonne chance pour interdire une blockchain, ce serait comme vouloir interdire les mathématiques. Et je vous répondrai qu'au contraire, il est très facile d'interdire une blockchain. Et on va très rapidement en avoir un exemple. La blockchain Monero est en train d'être interdite à travers le monde. Ce sera d'ailleurs une des premières très grosses cryptos à disparaître. Il faut dire que sa seule utilité à l'heure actuelle, c'est de permettre les transactions illégales sur le dark web. Alors oui, quand j'ai parlé d'utilité des cryptos, je parlais d'utilité légale. Pour faire plein de trucs illégaux, les cryptos, j'avoue, c'est très utile. Mes prédictions 2024. Comme je l'ai dit, cette chaîne est faite pour durer longtemps, donc on va pouvoir suivre mes prédictions au fil des ans. Je referai une vidéo sur les cryptos dans exactement 10 ans pour voir si j'avais raison. 1. Dans moins de 10 ans, fin de Monero et Solana. Dans moins de 30 ans, fin d'Ethereum. Dans moins de 50 ans, fin de Bitcoin. Voilà, ce sont des bornes supérieures, ça pourra aller beaucoup plus vite. Mais je suis persuadé que je survivrai au Bitcoin. On arrive à la fin de cette vidéo. On va faire un petit tour sur CoinMarketCap pour voir l'état actuel du marché des cryptos au 29 mars 2024. On verra sa tête dans 10 ans et on verra si j'ai bien fait de ne rien investir de mon million dans les cryptos. Alors, total du market cap du marché des cryptos, 2600 milliards de dollars. Le Bitcoin environ 70 000, Ethereum 3500. On va suivre particulièrement le Solana, 184. Puis on va descendre
pour retrouver le Monero dont j'ai parlé. On descend, hein. Ah, il est à l'agonie le Monero là. Voilà, Monero 55, 135. Il y a, à une époque, je pense qu'il était facilement dans le top 10, hein. Là, il est vraiment à l'agonie. Il va bientôt mourir. Voilà, on peut encore descendre un peu. Ce sandbox, 70 centimes. Voilà, on a fait le tour du top 100. C'était Harpo. À plus pour une prochaine vidéo.